Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans ce livre-journal de géopolitique profonde en direct. Nous sommes le 9 novembre, il est 9h, voilà, 9-11, 9h. Je remercie à la technique, Virginie qui est présente et elle est heureuse, tout comme nous, de l'avoir comme technicienne pour la réalisation de cette émission. On rappelle aussi, même s'il n'y aura pas de pause musicale aujourd'hui, qu'elle répond au doux nom sur YouTube de Nini Vlam, N2E Vlam, on lui fait de la publicité, et puis je pense qu'actuellement justement ses activités annexes, on va dire, des activités de technicienne sur Radio Courtoisie vont bon train, donc on s'en félicite en tous les cas. Comme on se félicite d'avoir Patrice et Sylvie, c'est vraiment... Hein, on a cette chance, je suis persuadé, Laurent Arthur, que vous n'avez pas, Laurent Arthur Duplessis, deux personnes pour répondre aux questions des auditeurs le vendredi lorsque vous officiez en tant que patron d'émission. Rappelez-nous, c'est à midi. C'est de midi à 1h30, tous les 28 jours, et la dernière très lunaire. Était hier. Ah, mais c'était hier. C'était hier. Le thème ? Et le thème, c'est Trump, un symptôme de la révolte des peuples. Et l'invité était François Martin. Ah bah, d'accord, c'est bien. La fine équipe s'est réunie à cette occasion. L'émission a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de messages d'auditeurs. On ne voyait pas le temps passer. 1h30 avec un seul invité, et ben le temps passe vite quand même. Ah oui. Alors nous, on va avoir plus d'invités, mais un seul dans le studio. Évidemment, tout le monde connaît Laurent Arthur Duplessis, il n'y a pas besoin de le présenter. Il est géopolitologue. Il annonce depuis un bon moment, déjà plusieurs décennies, la Troisième Guerre mondiale. Oui, mais ça commence à prendre corps, je trouve. Au cœur et ça prend corps. Au cœur de la Troisième Guerre mondiale, c'est votre dernier livre, je crois, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Oui, et l'on voit actuellement des lignes de force se mettre en place, et notamment un axe Moscou, Pékin, Téhéran, qui est le résultat... La Corée du Nord aussi. Et la Corée du Nord. C'est le fameux l'axe du mal. La Corée du Nord. Et un pacte, un traité d'alliance qui a été signé entre Moscou et Pyongyang récemment, qui est un traité d'alliance militaire, pourrait-on dire. Alors, il n'a pas l'automaticité de l'article 5 du traité de l'OTAN, de la branche intégrée. Néanmoins, il a une traduction tout à fait concrète. C'est un corps expéditionnaire de Corée du Nord composé de 10 ou 11 000 hommes qui sont en Russie. Sur des bases militaires, en train de s'entraîner, sont-ils déjà certains sur des théâtres d'opération ? Certains ont commencé par, selon les Ukrainiens et les Américains, certains auraient déjà été engagés dans des combats en territoire russe du côté de Koursk et non pas en territoire ukrainien. Mais néanmoins... territoire ukrainien, ça dépend de quel côté on se place. Parce que je rappelle que les 4 oblasts, normalement, ont été rattachés à la Fédération de Russie suite à des référendums. C'est ça. Alors là, les Nord-Coréens ont été engagés sur le front de Koursk qui avait été ouvert par l'armée ukrainienne et la CIA, dites-le clairement. Et la CIA et le MI6 avec le concours actif des SAS, les commandos d'élite britanniques. Et le colonel Hogar nous disait que cette opération ukrainienne en direction de Koursk était, selon lui, et il a bien connu les SAS dans les Balkans, quand il servait dans les Balkans, le colonel Hogar. Et il dit que c'est d'inspiration britannique, ce genre de coup. En tout cas, l'objectif, semble-t-il, c'était la centrale nucléaire de Koursk. Oui. Notre ami Régis Le Sommier sort d'ailleurs un numéro spécial de sa revue Omerta, en particulier sur ce sujet, mon cher Laurent. On continue le tour de table, cette fois-ci virtuelle, avec, il vient d'arriver, on l'espérait sur le plateau dans un premier temps, mais
l'essentiel est de l'avoir avec nous. C'est l'analyse politique Finn Andrine. Je le vois et je pense qu'il doit nous entendre. Bonjour Finn. Oui, bonjour Nicolas, comment allez-vous? Très Bonjour, bien, Finn. excellemment. Bon. Voilà, c'est cette émission de géopolitique profonde du samedi matin sur Radio Courtoisie. Vous êtes habitués déjà aux émissions que nous faisons sur géopolitique profonde, sur les plateaux, le vendredi et le samedi. Je pense que vous connaissez bien Radio Courtoisie, entre autres par l'intermédiaire de notre ami Laurent Arthur Duplessis, qui doit vous inviter, je Oui, suppose. j'ai déjà invité Tout à fait. Finn et je compte bien le réinviter, car c'est un analyste de très haut niveau. Il est extrêmement rigoureux, très très bien informé, très compétent Merci. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et avec toi, Laurent. et réciproquement. Eh bien, le dernier invité, ce n'est pas François Martin, non. François Martin, on l'a eu hier dans la matinale de Géopolitique Profonde avec celui qui co-anime cette matinale et qui est présent, c'est le directeur de la publication de Géopolitique Profonde, Raphaël Beslu. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Bonjour Raphaël. Alors, on ne va pas parler de Koursk, ou très peu, ni du conflit en Ukraine. Certains qui me reprochent parfois de ne parler que de ce sujet, une sorte de monomanie de ma part. Eh bien non, nous allons parler des États-Unis, vous en doutiez, je suppose, des États-Unis, de ce coup de tonnerre dans la nuit de mardi à mercredi pour les États-Unis. Nous l'avons su mercredi matin. On pensait vraiment pas le savoir si vite. Personne n'aurait parié, non pas sur Donald Trump, mais sur l'éclatante victoire qui fut la sienne. Il a gagné à peu près, et même si on a un petit doute sur le dernier scrutin qui est la Chambre des représentants, mais on va peut-être me dire aujourd'hui que ça y est, ça aussi c'est plié. Mais en tout cas, il a non seulement été élu, il a fait le grand chelem dans les swing states, les fameux États pivots. Je me corrige et je traduis tout de suite parce que nous sommes sur Radio Courtoisie, bien évidemment. Donc il les a tous gagnés. Il a gagné le vote populaire. Ça aussi, c'est peu commun, surtout pour un républicain. Il n'avait pas gagné le vote populaire, par exemple, lorsqu'il a été élu en 2016. Il a fait un nombre de voix supérieur. C'est là. Alors évidemment, la population augmente aux États-Unis. On est, je crois, à plus de 320 millions d'habitants. Mais il a dépassé de 5 millions de voix Le score. Kamala Harris, hein. Oui, de 5 millions de voix 5 sur le millions. vote populaire. Et on n'a jamais eu un président américain élu avec autant de voix. Oui. C'est quand même dire. Il a gagné le Sénat. Il y a au moins un sénateur qui a basculé dans le camp républicain. Donc il a quasiment gagné la bataille du Congrès. On rappelle que le Parti républicain est majoritaire à la Chambre des représentants. Restera-t-il peut-être que l'un de ceux qui sont dans le studio virtuel, que je ne vois plus, mais qui doivent nous entendre certainement, vont nous apporter la réponse. Donc le sujet de cette émission, chers auditeurs, aujourd'hui, ce sont les raisons et puis les conséquences de cette élection. Je préfère dire raison d'ailleurs que cause. Alors ce ne sont plus en 2016 André Berkoff qui avait été le seul journaliste à pouvoir faire un entretien, être reçu par Donald Trump à la Trump Tower à New York. On avait ressorti ensuite un livre qui s'appelait « Les raisons de la colère ». Et là, évidemment, savant jeu de mots avec les raisins de la colère. Cette fois-ci, à mon avis, on n'est plus sur de la colère. Une fois, ok, entendu, c'est de la colère. Mais lorsque ça se reproduit ainsi, et qu'on peut imaginer d'ailleurs qu'en 2020, on n'aura jamais de certitude, comme on n'a jamais eu de certitude sur un certain nombre de tricheries. Je rappelle l'émission de la semaine dernière avec David Lenz, c'est-à-dire que ce qui est censé être la première démocratie du monde a un système électoral digne d'une république bananière. Il est si facile de tricher, et puis il y a une tradition de triche chez les démocrates, et ça il l'a parfaitement démontré, il l'a démontré pourquoi, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Ils ont d'ailleurs probablement triché, mais ça n'a pas suffi parce que l'écart était trop important. Une des tricheries manifestes des démocrates, c'est d'avoir par exemple maintenu dans des bureaux de vote les bulletins de vote de Robert Kennedy Jr., qui pourtant s'était retiré. Mais ils ont décrété, on a les bulletins de vote, on les met sur la table. 1 million.
1 million de votes quand même. Donc Ouais. l'écart serait de 6 millions, et Ouais. non plus de 5. Et non plus de 5. Alors, il les avait principalement retirés, c'est vrai, dans les États pivots. Mais bon, ça, c'était une tricherie manifeste. Et puis, évidemment, on a essayé de nous faire le coup de l'affreux Vladimir Poutine qui aurait cherché à déstabiliser l'élection avec des alertes à la bombe. Et il régente tout ce qui se fait dans ce bas monde, Vladimir Poutine. Oui, c'est le grand responsable, le grand Satan. C'est la phraséologie inversée de la phraséologie des mollahs. Oui. À croire que chez certains en Occident, on versait dans ce type de folie. Mais il y a peut-être une raison à cela, c'est que tous les messianismes ont le même mode de fonctionnement. Ouais. Ce sont des vérités révélées. Le droit de l'homisme est une vérité révélée qui doit s'imposer à l'ensemble de l'humanité, et s'il le faut, par la force. Car le droit de l'homisme a la légitimité de l'absolu. C'est un absolu. Empire du bien. Et il est fascinant de constater comment Trump a bénéficié de nombreux suffrages de la part de la communauté noire américaine, et de la part des latinos. Voilà, plus de 40% de votes latinos pour Trump et la communauté noire américaine, bon. 20%. Ouais. Alors, il est amusant d'entendre les commentateurs, les turiféraires du mondialisme dire que c'est un affreux masculinisme. Les latinos, les mâles latinos et les mâles noirs américains sont masculinistes. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut comprendre par là qu'ils ont une dévotion exagérée pour la virilité. Alors, il est vrai, ceci dit, qu'une majorité d'hommes ont voté pour Donald Trump et une majorité de femmes pour Kamala Harris. Oui. C'est l'inverse de, par exemple, un fait structurant dans les sociétés démocratiques qui veut que normalement les femmes soient plus conservatrices. On rappelle, hein, c'est une tarte à la crème de le répéter souvent sur Radio Courtoisie, mais en 1965, si seuls les hommes avaient voté, eh bien, François Mitterrand aurait été élu au deuxième tour et non le général de Gaulle. C'est dire quand même la force de ce vote conservateur. Oui. Comme la Troisième République n'avait pas accordé le droit de vote aux femmes, de peur que les femmes votent comme le curé. Et alors là, en fait, pourquoi les femmes ont-elles majoritairement voté Kamala Harris? C'est probablement à cause de l'avortement. C'est probablement ce qui a joué beaucoup. Et sinon, les propos un peu lestes de Donald Trump sur les femmes n'ont peut-être pas forcément joué un rôle majeur. C'est plutôt la question de l'avortement. Alors, est-ce que vous connaissez Laurent Arthur Duplessis, puis après on va faire participer un peu tout le monde et avoir leur analyse sur le succès de Donald Trump. Et justement, sur ce point, est-ce que vous connaissez le mouvement féministe 4B? Non. Alors, le mouvement féministe 4B, c'est un mouvement qui prône, après l'élection de Donald Trump, pas de sexe avec les hommes. Ah. Ce qu'on appelle vulgairement l'auberge du cul tourné. Ah, voilà oui. Ce que les femmes devraient infliger à leurs hommes qui ont voté Donald Trump. La grève du sexe. Oui, alors vous savez, il y a eu des pages Facebook sur les réseaux sociaux où on voyait des femmes se faire des clins d'œil dans le dos de leur mari. Alors, c'était pas pour parler de leur futur 5 à 7, mais simplement cette infidélité absolue, tenez-vous bien, Laurent, qui serait de ne pas voter comme leur mari. Parce que chez ces féministes, elles s'imaginent encore que, quand on sait en plus le secret du vote, mais alors il n'y a pas obligatoirement d'isoloir, c'est vrai qu'ils ont des espèces de ballot box un peu partout, qui ont d'ailleurs eu une fâcheuse tendance à brûler dans les comtés plutôt républicains. Mais enfin, de là à s'imaginer qu'une femme attendait de savoir comment elle devait voter par rapport à son mari. Est-ce que ces gens ont encore... sur quelle planète vivent-ils? Alors, ils vivent sur une autre planète, lointaine. Et manifestement, on a bien vu la coupure entre deux mondes. Il y a un monde, je dirais onirique, marqué de wokisme et de LGBTisme, qui veut accomplir une révolution anthropologique
il est certain que le mariage entre personnes du même sexe est une révolution anthropologique, puisque aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu, y compris dans les peuples dits premiers, par exemple, ou dans l'Antiquité gréco-latine, au Moyen-Âge européen, et puis dans tous les âges anciens de tous les continents, on n'a jamais vu une institutionnalisation, sous une forme ou une autre, de l'union de deux personnes du même sexe, deux hommes ou deux femmes. C'est bien la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une société institutionnalise ce type d'union. Elles ont été pratiquées de facto, mais pas de jure, en quelque sorte, ces unions. Donc, c'est une révolution anthropologique. Et il s'avère que cette révolution anthropologique a provoqué une réaction de rejet et dans ce qu'on appelle les BRICS, hormis, disons, le Brésil, qui est un petit peu une exception dans ce domaine-là, mais enfin, toute l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, par exemple, se cabre complètement contre cette idée de mariage homosexuel. Évidemment. On peut dire que l'Asie aussi, que ce soit l'Asie du Nord-Est, du Sud-Est, l'Asie centrale, ne parlons pas du Moyen-Orient, etc., c'est vraiment l'Europe, les États-Unis et puis leurs dérivés, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, qui ont institutionnalisé le mariage pour tous. Et on voit bien qu'une telle révolution anthropologique n'est même pas acceptable, et n'est même pas acceptée par l'ensemble des sociétés occidentales, parce qu'en réalité, c'est une révolution anthropologique qui a été promue par des minorités, des élites au sens sociologique du terme, universitaro, médiatico, politique. Mais cette promotion s'est faite en quelque sorte au forceps, on peut dire. Et si on considère l'état d'esprit de la majeure partie des populations d'Europe et des États-Unis. En particulier les classes populaires et les classes moyennes, et ça voilà, on y reviendra. Les classes populaires et les classes moyennes. Si on prend les gens entre quatre yeux, à l'abri des micros, des caméras et des oreilles... Même des oreilles enfantines, puisque un enfant aujourd'hui peut porter plainte contre ses parents s'il a entendu un certain nombre de propos qui tourneraient autour d'une quelconque phobie. Comme sous Mao ou sous Staline. Mais là, c'est pour le mariage homosexuel et la phobie que cela implique de le critiquer, que cela sous-entend de le critiquer. Et donc, mais la majeure partie des populations d'Europe et des États-Unis et du monde occidental même n'acceptent pas cette idée en réalité du mariage homosexuel. Alors je suis à la limite du délit en disant ça. On peut faire encore la distinction entre l'homosexualité, le LGBT, le prosélytisme de l'un et puis les conduites sexuelles de l'autre qui, en effet, sont acceptées communément dans nos sociétés depuis fort longtemps d'ailleurs. Oui. Mais c'est là où il faut bien faire le distinguo entre l'institutionnalisation de la chose sous la forme du mariage homosexuel, donc une institution juridique consacrée par la société. C'est la définition même d'une institutionnalisation. Entre ça et une pratique qui a été admise de tout temps, pourrait-on dire, pratiquement, à part quelques parenthèses un petit peu rigoristes, comme l'époque victorienne au Royaume-Uni au XIXe siècle et au début du XXe. Oscar Wilde a fait les frais de ça. Mais enfin, dans l'ensemble, la pratique homosexuelle était largement admise pour les deux sexes, d'ailleurs. Simplement, elle était en dehors de l'institution familiale. Révolution anthropologique, merci Laurent Arthur Duplessis. On va peut-être donner la parole pour recevoir son analyse de l'élection de Donald Trump, les raisons principales selon lui de cette élection, à Finandrine. Finandrine, quelle est votre analyse des résultats de la nuit de mardi à mercredi ? Déjà, regardons un petit peu cette
cette différence, parce qu'effectivement, nous étions certains à penser que Trump avait quand même des bonnes chances. Et c'est pas parce qu'on regardait les sondages, parce que justement, les sondages, pour X raisons, ne montraient pas du tout la réalité. Il y avait en fait un engouement pour Trump qui était palpable, même si je vis en France, je regarde beaucoup les médias américains et je pense qu'il faut parfois vraiment s'imprégner des médias et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour avoir une idée et pas uniquement juste regarder les chiffres des sondages, parce que les sondages sont aussi connus pour être des instruments de manipulation. Donc moi, je voyais déjà il y a quelques semaines, je vois déjà depuis le début d'octobre, il y avait quand même un engouement qui s'est présenté pour Trump. Je pense que c'était en partie dû au débat, pardon, à l'entretien désastreux qu'a fait Kamala Harris avec Fox News. Mhm. C'était un des seuls moments réellement où elle n'a pas eu la possibilité d'être, disons d'être suivie au montage post-entretien. Et donc là, beaucoup d'Américains Ces et beaucoup de insuffisances démocrates, se sont révélées au grand oui, ces public. insuffisances sont révélées. Euh, mais la différence, en fait, a été beaucoup plus grande que beaucoup ont pensé, hein, parce que, comme a dit Laurent, il y avait une différence de presque 5 millions de votes dans le vote populaire. Et même si on pensait que Trump allait gagner la plupart des États, et la plupart des États pivots, comme vous dites, on ne s'attendait pas forcément à avoir une telle différence dans le vote populaire. Et cela indique que Ouais. beaucoup de personnes qui traditionnellement votent démocrate dans les grands bastions démocrates, comme en Californie, comme à New York, donc côte Est et côte Ouest, ont voté Trump cette fois-ci. Et si on regarde au niveau des comtés, c'est très intéressant, hein, on voit que c'est vraiment la petite bande de la côte ouest et quelques groupes de comtés sur la côte est, donc autour de New York, où elle a gagné ses comtés. Mhm. Parfois, ce sont des comtés très peuplés, mais néanmoins, on voit qu'il y a beaucoup de comtés, même sur la côte est, la côte ouest, qui sont passés au rouge, Ouais. c'est-à-dire aux républicains. Par contre, il y a donc ce qui est très intéressant, c'est que à Washington, D.C., Oui. je ne sais pas si vous connaissez le score de Kamala Harris, Elle a fait elle plus a de fait 90. Ouais, ouais, c'est ça. 92% et Trump, il a fait donc à peu près 7%, bon, s'il y avait un autre candidat. Et ça montre bien C'est le vote que Macron à Paris. c'est ça, mais encore plus, en réalité, on voit bien que Kamala Harris, c'était le candidat de l'establishment, le candidat de l'État profond. Euh, et, euh, et je pense que beaucoup de personnes ont aussi compris cela. Euh, on voulait donc on voulait une rupture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde le vote populaire de, de Kamala Harris était à peu près, je pense, de 69, entre 65 et 69 millions, je ne me rappelle plus exactement le nombre. Et c'est à peu près identique à ce que à ce que les démocrates ont eu comme vote les dernières élections, sauf l'élection de 2020, où Biden a eu 81 millions de votes. Oui, c'est très surprenant d'ailleurs. Donc cela ramène vraiment la discussion aussi sur 2020 et sur ce qui s'est passé en réalité en 2020. Ouais. Il y avait des conditions très particulières, donc on peut reparler de tout ça, mais l'administration Trump a dit qu'ils n'allaient pas lâcher 2020 et ils allaient continuer à creuser là-dedans et présenter tout un nombre de dossiers. Donc on va encore entendre Ouais. cette histoire-là. Ah bah, tant mieux. Par contre, oui, tant mieux. Mais donc, ça permet maintenant à Trump de faire 4 ans. Donc, quelle est la raison? Je pense qu'aux États-Unis, euh, la politique extérieure ne joue jamais un rôle prépondérant. Elle peut jouer un rôle dans le sens où elle impacte, par exemple, les raisons économiques. Et ça, c'est le cas ici. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux grands Oui. groupes de raisons. Il y a d'abord donc les raisons culturelles, et c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure hein, avec Laurent, et les raisons économiques. Et les raisons économiques sont peut-être aussi, disons,
on peut en parler, hein, mais Alors les raisons, d'abord les raisons culturelles. En les raisons effet, culturelles, on a mais pu lire un oui, article c'est ça. dans le Figaro hier de Christophe Guilluy expliquant que s'il y avait cette working class, je suis désolé, c'est le terme qu'il emploie, hein, cette classe travailleuse qui regrouperait les classes ouvrières et les classes moyennes, qui ne voulaient pas mourir, qui ont décidé finalement de se prendre en main. Et c'est elles qui ont envoyé un signal extrêmement fort, qui va bien au-delà de la colère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus chez ces gens-là ce n'est pas une colère par rapport à un établissement à qui ils demanderaient de mieux prendre en compte leur situation. Ce sont des gens qui ne les croient plus, ce sont des gens qui n'écoutent plus les médias dits mainstream. Il y a là une véritable résistance intérieure de gens qui s'organisent différemment, une sorte de sécession intérieure par rapport à ce monde de l'hyperclasse mondialisée. Ça, c'est quand même un fait qui est majeur à mes yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Finandrine. Oui, je pense que il y a, il y a eu un mouvement, on peut l'appeler un mouvement mondialiste, qui a utilisé les médias, les grands médias américains, qui a utilisé aussi cette politique identitaire ou woke dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je considère que c'est quelque chose qui est en grande partie artificielle, c'est-à-dire qu'elle a été créée. On voit beaucoup, on voit beaucoup d'études, hein, indépendantes qui montrent que autour de 2011, par là, 2011-2012, sous Obama, il y a eu un tournant. La politique identitaire a toujours été utilisée par les démocrates pour ne plus mettre l'accent sur, disons, la lutte traditionnelle de gauche, la lutte des classes. On a commencé à mettre d'abord l'accent sur les femmes et le mariage homosexuel. On a mis aussi l'accent sur les Noirs, sur la lutte des Noirs pendant très longtemps. Donc on a quelque chose qui était un vrai problème jusqu'aux années 60, mais cela, donc on a un petit peu dévié l'attention des Américains pendant très longtemps pour justement pouvoir réaliser des objectifs mondialistes, des objectifs qui On sont a des problèmes de réellement... coupure, Finandrine. Peut-être, Ah, désolé, ça je va mieux regarde la... maintenant? oui, peut-être ne pas faire des mouvements de balancier, Oui, rester à tout une à fait. position plus fixe. Oui, c'était mon micro qui était qui touchait un petit peu. Voilà. Donc, en fait, donc, il y a cette politique identitaire qui a été une politique active et consciente de la part du Parti démocrate. On voit aussi à partir de 2011-2012 des mots qui entrent dans les médias, comme les mots comme transgenre, transphobique, LBTQ, etc. Tous ces mots-là ne sont pas apparus de nulle part. Il y a eu des décisions au niveau des éditeurs de journaux, des rédactions de chaînes de télévision. Il y a eu des choix pris par les dirigeants des universités américaines qui sont en très, très grande partie des démocrates. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de républicains non plus, hein, parce que aux États-Unis, c'est pas aussi noir et blanc que Mhm. ça. Mais ça a été en grande partie démocrate, parce que si les démocrates ont eu un contrôle en grande partie pendant ces 10-15 dernières années du Congrès et de la Maison-Blanche. Euh, et évidemment, les démocrates sont très présents aussi, les gens de gauche, d'une manière générale, sont très présents dans les éditions, dans les rédactions, également en Europe, hein, en ce qui concerne les médias et dans les universités. Donc il y a eu une volonté vraiment de pousser à fond cette politique identitaire à partir de à peu près 2011-2012. Et on voit bien que ceci a créé énormément de tensions. Parce que j'écoutais CNN juste il y a quelques jours, là, il y a 2 jours, hier aussi, il y avait même des personnes qui sont traditionnellement démocrates qui ont commencé maintenant à lâcher tout. Après l'élection de Trump, les masques tombent. Ils ont commencé à lâcher les difficultés qu'eux-mêmes et leurs amis euh, vivent dans la société américaine. C'est-à-dire qu'il y en a un qui disait que sa fille ne peut plus lever la main à l'université pour exprimer ses idées
Parce que si ces idées ne sont pas en ligne avec la doxa, avec la pensée unique qui règne sur les campus universitaires, eh bien, elle est donc, comment dire, aux États-Unis, cancelled. Et donc, elle est tout de suite attaquée sur les réseaux sociaux. Ses amis ne vont plus vouloir, disons, la fréquenter. Le professeur va lui donner une mauvaise note. Donc, c'est vraiment cette ambiance-là qui règne sur les grands campus universitaires. Et ça, c'est quelque chose qui est perçu par tout le monde, y compris, disons, entre guillemets, cette classe un petit peu privilégiée qui est urbaine, qui a fait donc les études dans les Ivy League, dans les grandes 7, 8, 9% de Attention population aux américaine. coupures, Finandrine. Oui, désolé, Oui, désolé. je vous en prie. Donc voilà, et donc il y a eu quand même en grande partie un rejet de cette politique-là, Oui. parce que beaucoup, sur toute la population, sur une grande partie de la population, on a ressenti ce malaise. Merci Finandrine, on viendra vers vous. Je vais donner aussi à nouveau longuement la parole à notre troisième intervenant. Et puis après, ce que je demanderai les uns les autres, c'est de raccourcir vos prises de parole pour que la parole puisse vivre de façon active. Mais déjà, il faut poser en effet les bases, les raisons de la victoire de Donald Trump, Raphaël Beslu, selon vous, et votre analyse de ce qui s'est passé mercredi. Je suis principalement en accord avec tout ce qui a été dit. Je vais simplement relativiser certains propos par rapport à l'analyse de l'électorat. Lorsqu'on parle du vote des femmes, ou du vote masculin ou féminin envers un candidat ou un autre, la majorité, on dit qu'une majorité de femmes, on parle de 54% qui ont voté plutôt pour Kamala Harris. Donc c'est quand même une différence qui n'est pas si grande quand on parle de majorité, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 70-80%, c'est pas aussi important que le vote afro-américain. Ensuite, lorsqu'on regarde les tendances de l'électorat aussi, on se base souvent sur un seul sondage qui a été réalisé par un institut de sondage qui vient de Edison Research. Et ce sondage-là, en fait, a utilisé un échantillon de 22 000 personnes. Le sondage qui a été utilisé absolument partout pour vouloir en fait nous expliquer qu'il y avait des tendances en faveur de Kamala Harris ou Donald Trump, mais c'était souvent utilisé pour plutôt promouvoir le travail de Kamala Harris, eh bien c'est sur uniquement 22 000 personnes, alors que je vous rappelle que pour les élections, au total, le nombre d'électeurs qui se sont déplacés pour pouvoir voter lors des élections américaines, pour Donald Trump et Kamala Harris, on parle de 145 millions. Donc, quand on voit un échantillon aussi faible pour un si grand nombre d'électeurs, on voit encore une fois un biais qu'il y a dans les sondages. Évidemment, les sondages ont toujours eu un biais pro-démocrate pour nous expliquer quelles étaient les tendances des votes. Moi, j'ai été convaincu personnellement que Donald Trump allait gagner. Justement, je rejoins tout à fait l'analyse de Christophe Guilluy qui parle de la working class, la classe travailleuse. Oui. C'est que aux États-Unis, au sein de la société américaine, il y a des crises de plus en plus fortes et qui font réagir le peuple américain depuis longtemps. La communication qui est utilisée, c'est-à-dire de vouloir diaboliser le camp républicain en expliquant, surtout vers la fin des élections, que Donald Trump, on pouvait le comparer à Hitler, c'est-à-dire qu'il y a du masculinisme. Bon, on a Sardine Ruisseau et des commentateurs français, des personnalités politiques très progressistes qui nous parlent même de climato-scepticisme. Les Américains ne s'intéressent plus à ces questions-là. Et on voit même que le chantage au racisme ne marche pas aux États-Unis. C'est un argument qui ne marche plus. Les Américains se sont déplacés pour... Il y a 74 millions de personnes qui ont voté pour Donald Trump. On pense, d'après les résultats, qu'il y aurait 70 millions de personnes qui ont voté pour Kamala Harris, mais on sait qu'il y a un biais sur le vote populaire, c'est-à-dire sur le nombre de personnes qui auraient pu voter, étant donné qu'il y a de la fraude aux États-Unis. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que malgré la fraude qui était présente, eh bien, Donald Trump a eu une victoire intégrale. C'est pas une petite victoire, c'est pas une victoire à la limite, c'est une victoire intégrale. Le vote populaire est un record historique, qui est un message très fort envoyé par la population américaine, justement, aux élites actuelles et à l'administration démocrate actuelle. On a le Sénat qui est républicain, la Chambre des représentants qui est républicain. Il y a un score aussi, une majorité de gouverneurs républicains qui ont été élus. C'est une victoire intégrale. Donc c'est tout simplement l'expression d'un peuple américain en souffrance qui est muselé. D'ailleurs, c'est les propos de Donald Trump suite au résultat des élections. Il s'est exprimé sur différents sujets. Il a expliqué qu'il s'apprêtait à faire une purge intégrale sur la censure des médias qui sont pro-démocrates. Donc, et c'est intéressant de Comment voir. compte-t-il s'y prendre ? Comment compte-t-il s'y prendre ? Il a expliqué qu'il amènerait des sanctions sur tous les groupes privés qui financeraient et créeraient un biais sur certains médias, sur de nombreux médias. Et surtout, c'est toutes les règles, toutes les lois ou toutes les
manigance, c'est-à-dire les actions interdites, ce que nous ont révélé par exemple les Twitter Files, c'est-à-dire des actions secrètes de censure, de modification d'algorithmes, etc. Eh bien, il compte sanctionner tous ceux qui souhaitent empêcher la liberté d'expression. Et je tiens à préciser que Donald Trump a utilisé des mots intéressants. Il n'a pas dit protéger la liberté d'expression, il a dit récupérer la liberté d'expression. Et quand il dit récupérer, il a dit j'utilise ce mot à bon escient, c'est parce que les ennemis sont clairs. Il a parlé très, très directement de la CIA, de la NSA, des groupes privés qui financent les instituts de sondage, qui financent des médias, etc. Donc on a un Trump qui a un message clair et un message qui représente, on le voit avec le résultat des élections, la volonté de la majorité du peuple américain. La volonté du peuple américain, c'est finalement le réflexe qu'a eu Trump après que cette balle lui ait frôlé la tête et qu'il se redresse, le poing levé, fight, battez-vous. Il le dit pour lui, mais il le dit aussi pour ses électeurs. Absolument, absolument. Et ça aussi, c'est un fait intéressant. Je vous rappelle que suite à la première tentative d'assassinat, finalement, l'information est rapidement disparue des réseaux. C'est-à-dire, en tout cas, l'impact. C'est comme si c'était un fait divers comme un autre. Mais en fait, on se rend compte que non. On a un homme politique de 78 ans qui a esquivé de peu à quelques millimètres de la mort lors d'un meeting. Et ça a profondément impacté le peuple américain. Et ça, il ne faut pas l'oublier, malgré la propagande des médias. Et comme le disait aussi Elon Musk suite à la victoire de Donald Trump sur le réseau X, il a dit « Nous sommes les médias maintenant ». Ça aussi, c'est un message très fort. Je pense que c'est un message envoyé, je l'espère que les Français aussi pourront ouvrir les yeux sur cette question-là, c'est qu'il y a des alternatives qui existent pour véritablement détruire les médias traditionnels et mainstream. Merci Raphaël. On peut peut-être, Finandrine, vous vouliez peut-être développer en quelques minutes la question économique, la raison économique, alors que on nous vantait les succès de l'administration Biden dans ce domaine. Oui, tout à fait. Je voulais juste d'abord dire que je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de dire M. Beslieu. Et d'ailleurs, les sondages sur la confiance qu'ont les Américains dans les médias et dans les dirigeants politiques ont été en chute libre depuis à peu près, depuis longtemps, hein, mais on voit nettement depuis 2010 à peu près une dégradation très très forte de la confiance qu'ont les Américains dans les médias mainstream et dans les dirigeants politiques, dont les deux choses sont liées. C'est pour ça que les médias mainstream ont eu de plus en plus de mal à faire passer justement ces messages, puisqu'ils n'étaient plus crus. Et donc, c'est pour ça que Elon Musk disait nous sommes les médias, effectivement. Et Twitter a fait apparemment, donc le jour ou la veille de l'élection, un record d'audience. Et la grande majorité des Américains allaient justement sur Twitter pour aller trouver les nouvelles, parce que c'est là où ils voyaient que les nouvelles sont les plus véritables, les plus vraies, et elles sont instantanées. Donc ça c'est très intéressant. Et donc pour la partie économique, donc Oui. c'est souvent évidemment aux États-Unis ce qui domine le choix. Effectivement, la partie culturelle est importante, mais la partie économique, il faut pas oublier la partie l'inflation, Oui. l'inflation des prix, parce que même si évidemment à nouveau les Donc il y a médias ont un essayé. pacte à nouveau que les classes populaires et les classes moyennes d'ailleurs. Tout à fait. Et comme on sait très bien que l'inflation, c'est une taxe en réalité régressive, et avec l'effet Cantillon, on sait que l'inflation touche plus tard et plus fortement les couches sociales qui sont les plus éloignées des banques et du pouvoir. Donc, quand les médias n'ont pas cessé de dire aux États-Unis que non, mais l'inflation n'est pas si mauvaise que ça va bien, ou c'est dans uniquement certains secteurs. Mais il faut se rappeler qu'il y a eu trois grands phénomènes qui ont très largement augmenté les prix, le niveau de prix aux États-Unis. C'est la politique Covid. C'est un petit peu comme en France, mais fois 10, je dirais, parce qu'il y a eu 6 000 milliards de dollars qui ont été créés et qui ont été distribués aux États-Unis. Une partie a été distribuée aux individus, aux petites entreprises, mais la grande partie a été distribuée aux banques et aux très grandes entreprises aux États-Unis. Cela a été perçu non seulement comme un cadeau injuste, mais ça a aussi un impact plus tard sur l'augmentation des prix
dont vont effectivement pâtir la population. Et ensuite, il y a eu le fameux Inflation Reduction Act, qui a été voté par Biden il y a 1 an et demi à peu près, qui évidemment est très désavantageux pour l'Europe parce qu'elle donne des subsides à toute une série de catégories de sociétés américaines et qui donc renforcent leur compétitivité d'une manière artificielle via cette Inflation Reduction Act qui valait à peu près 3 000 milliards. Donc c'est encore 3 000 milliards. Et ensuite, il y a effectivement aussi les dépenses de l'État américain, parce que les Américains sont quand même très conscients qu'il y a un grand problème de dette. Ils savent que la dette aujourd'hui est à peu près de 35 000 milliards de dollars et que tôt ou tard, elle va se répercuter sur la population américaine d'une manière ou d'une autre. Donc ça, pour les questions économiques, évidemment, c'est un peuple très pragmatique et qui compte l'argent et les raisons économiques sont souvent celles qui, disons, dominent. Et ensuite, là où entre un petit peu en jeu justement le conflit ukrainien, c'est que il y a eu une partie de l'augmentation des prix provient aussi des sanctions contre la Russie, même si c'est plutôt l'Europe, je dirais, qui en pâtit aujourd'hui, un petit peu moins comme les Américains. Merci Finandrine. Ce que je propose, c'est qu'on passe un petit bobino et puis on revient tout de suite après pour la seconde partie, c'est-à-dire les conséquences de cette élection. Pour Radio Courtoisie, vous êtes dans le libre journal de Géopolitique Profonde en compagnie du directeur de la publication de Géopolitique Profonde, Raphaël Beslu. Vous avez Finandrine, analyste politique, qui est aussi parmi nous, et notre invité de plateau, qui est Laurent Arthur Duplessis. Et je vais maintenant aller dans la seconde partie de cette émission, c'est-à-dire les conséquences de l'élection, sachant quand même quelques messages d'auditeurs. Un auditeur qui me dit que le mouvement dont j'avais parlé au début de l'émission, le mouvement 4B des femmes par rapport à leur mari, rappelle le slogan « Dites-leur M ». 3 petits points. J'ai du répondant, c'est bien sur ce sujet. Un auditeur, Constitution US oblige, Donald Trump est élu pour 4 ans seulement. Nous nous plaignons, nous en France, des 5 ans. Et qui lui succédera, j'anticipe, pour relativiser notre enthousiasme, dit... alors qui lui succédera, peut-être son vice-président, dont on pourrait dire quelques mots à un moment donné, J.D. Vance, qui est aussi la nouvelle génération des républicains. On n'est plus sur les rhinos, sur les républicains traditionnels. On est sur, cette fois-ci, le MAGA. Le MAGA, c'est Make America Great Again, ce nouveau républicanisme chez Donald Trump et chez celui qui sera son coprésident et peut-être demain, vice-président, et peut-être demain président des États-Unis d'Amérique, J.D. Vance, qui était sénateur et qui a soutenu lors de cette dernière élection. Il était très soutenu, entre autres, par tous les grands milliardaires de la tech, J.D. Vance, et c'est eux qui ont beaucoup appuyé pour que Trump le prenne comme vice-président. Pour relativiser notre enthousiasme, dit toujours notre internaute, on pourrait dire que Trump n'aime pas l'Europe, je veux dire l'Union européenne de Bruxelles et Strasbourg, mais est-elle bien la nôtre, celle dont on rêverait? Merci bien courtoisement. Justement, ça m'offre la possibilité, cette deuxième partie de la question de notre auditeur, mon cher Laurent Arthur Duplessis, de parler maintenant des conséquences de cette élection et en particulier des élections, des conséquences pour l'Europe, l'Union européenne et pourquoi pas aussi et surtout la France. Alors effectivement, on voit se développer un mouvement de panique dans les classes dirigeantes européennes, disant que Trump va désengager les États-Unis de la défense otanienne de l'Europe et donc l'Europe va se retrouver bien seule. Alors effectivement, il est certain que Trump souhaite développer une politique isolationniste, ou plus précisément une politique centrée sur l'Indo-Pacifique. Mais il n'avait pas inauguré cette politique-là. C'est Barack Obama qui l'avait inaugurée. Le pivot vers le Pacifique, c'est Obama.
Et cette politique de pivot a été poursuivie par Trump, Biden, et à nouveau, Trump va la développer. Alors, Elle a eu un coup d'arrêt quand même par rapport à la guerre en Ukraine. Voilà, la guerre en Ukraine. Mais manifestement, Washington veut maintenant se débarrasser du fardeau de la guerre en Ukraine puisqu'elle tourne au désavantage de l'OTAN. Alors, il est certain que Trump va insister pour que les pays d'Europe passent au minimum 2%, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, 2% du PIB, leurs dépenses de défense nationale, et voire à 4%, comme le fait la Pologne actuellement. Néanmoins, pour ce qui est de désengager les États-Unis de l'OTAN, je suis sceptique. Pourquoi suis-je sceptique ? Parce que l'OTAN est un fabuleux moyen d'enfourner des F-35 et autres matériels militaires américains hyper coûteux à des pays d'Europe extrêmement solvables et extrêmement bons clients. Il n'est que de voir comment des pays comme la Suisse achètent des F-35. Ça n'a aucun sens. Pourquoi la Suisse achète-t-elle des F-35 ? Le F-35, c'est un avion à très long rayon d'action. C'est une plateforme pour emporter beaucoup de munitions et voire des bombes atomiques. La Suisse est grande comme un ticket de métro. Elle a surtout des préoccupations défensives. Qu'est-ce qu'elle a à faire des F-35, la Suisse ? Et le couteau suisse, aujourd'hui, c'est le Rafale. Ouais. Le Rafale est multifonction. Le Rafale est l'avion idéal pour des puissances qui ont des préoccupations avant tout défensives. Bon, on rappelle qu'on n'a pas d'action chez Dassault, en ce qui nous concerne. Voilà. Tout de même. Mais on est français, évidemment. Mais on est français. Dassault est une entreprise française. Et Dassault et la France peut vendre ses Rafales à qui elle veut parce qu'il n'y a aucune pièce dans le Rafale qui soit d'origine américaine. Donc on n'a pas demandé l'autorisation de Washington pour vendre nos Rafales. Ça embête beaucoup Washington. Hein. Sans doute. Beaucoup. Hein. Et alors ce F-35, non seulement il est hors de prix à l'achat, mais il est hors de prix pour la maintenance. C'est un avion extrêmement ruineux. C'est vraiment pas adapté aux besoins de la plupart des pays qui l'achètent. Mais pourquoi l'achètent-ils ? Ils l'achètent parce qu'ils sont à genoux devant Washington. C'est ça. C'est politique. Alors, si les États-Unis se désengageaient résolument de l'OTAN, évidemment, ça remettrait en question beaucoup de contrats d'armement américains. Il y aurait la dénonciation de certains contrats en cours, il y aurait l'interruption des négociations pour des contrats à venir, et les commerciaux de chez Dassault auraient beaucoup de boulot parce qu'ils seraient partout et ils seraient en train de vendre des Rafales. Mais alors ça, le complexe militaro-industriel américain n'en veut pas. Le complexe militaro-industriel américain est dans une santé florissante, mais cette santé serait beaucoup moins florissante si les États-Unis sortaient de l'OTAN. Or, oui, parce que pour être florissant, l'industrie de la guerre a besoin de guerre. Et s'il y a moins de guerre... Voilà. Or, l'OTAN est belligène, fauteur de guerre. Il était une structure défensive jusqu'à la chute de l'Union soviétique, mais après, il est devenu une structure offensive. Quand, en 1999, l'OTAN bombarde la Serbie, c'est une démarche offensive et pas du tout défensive. La Serbie ne mettait en danger aucun des pays membres de l'OTAN. L'article 5 n'avait pas à jouer contre la Serbie. C'était du droit d'ingérence kouchnérien pur et simple. C'est-à-dire que c'était... Sans mandat des Nations Unies. Sans mandat des Nations Unies, et c'était tourner le dos complètement à l'esprit des traités de Westphalie de 1648 qui avaient structuré le droit international public jusqu'à des temps pas si lointains. Alors, effectivement, Trump, c'est avant tout un commerçant, c'est un homme d'affaires,
il raisonne en termes économiques. Ouais. Euh, Il y a un sujet, à mon avis, sur lequel il va y avoir aussi un gros souci, c'est l'énergie. Oui. On aura l'occasion d'en reparler Alors peut-être. là aussi, mais oui, mais parlons-en, parce qu'il faut tout aussi se souvenir que l'ami Trump, tout de même, il avait mis une pression maximale sur Angela Merkel, qui n'a pas fait que des bêtises, malgré tout, pour lui dire, Angela, il ne faut pas finaliser Nord Stream 2. Je vais me fâcher. Et Angela a tenu sur ce elle a point. tenu sur ce point-là. Et il a fallu que le gouvernement, l'administration Biden fasse sauter les Nord Stream, puisqu'on sait que c'est les Américains qui ont fait sauter les Nord Stream. Hein, tout le monde le sait, hein, dans le monde de renseignement. Hein, c'est un secret de polichinelle. Hein. Et c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, ça, d'ailleurs. Parce que personne n'en parle dans les médias du système, que les Américains ont fait sauter Nord Stream. On nous explique que des plongeurs ukrainiens auraient fait sauter Nord Stream. Vous vous rendez compte ? Les hommes grenouilles. Il y a 4 ou 5 pays dans le monde qui ont les hommes et le matériel pour ça. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine, et encore la Chine, et peut-être la Norvège parce qu'ils ont beaucoup de pétrole offshore, etc. Mais bon, très peu. Et certainement pas l'Ukraine, ni la Pologne, ni aucun de ces pays-là. Ils n'ont ni les équipements, ni l'expertise, etc. Et comme on se doute que ce ne sont pas les Russes qui ont fait sauter leur propre matériel, Voilà. alors il ne reste plus qu'un coupable désigné. Hein. Voilà. Les Chinois, ils ont fort à faire dans le Pacifique, ils ne viennent pas dans la Baltique. D'autre part, on sait que la Baltique est un lac otanien. Il n'est pas un poisson qui agite ses nageoires sans que tous les senseurs, capteurs, électroniques, etc. de l'OTAN dans la Baltique ne les repéraient. Alors, manier des centaines de kilos d'explosifs, des caissons de décompression extrêmement lourds, pour aller mener une opération à 80 mètres de profondeur sur 4 points différents, il y a eu 4 points d'intervention, qui durent des heures, des opérations comme ça durent des heures, pour arriver à faire sauter des tuyaux d'un blindage hyper résistant et gainé dans un béton tout aussi hyper résistant. Donc arriver à faire sauter ça, il faut des explosifs très puissants, très lourds, il faut les disposer d'une manière très habile, il faut des plongeurs d'élite capables de travailler dans une eau froide à 80 mètres de fond, il faut pouvoir les relayer, il faut des caissons de décompression pour remonter de 80 mètres, parce qu'on ne remonte pas de 80 mètres comme ça, comme une flèche. Et tout ça, c'est du matériel très très lourd. On nous a parlé d'un yacht de 12 mètres de long, Polono, Ukraino, je ne sais quoi. Et imaginez un yacht de 12 mètres de long pour charger des caissons de décompression, des centaines de kilos d'explosifs. Alors, donc, voilà. L'ami Trump, lui, et je ne pense pas qu'il va dégager les États-Unis de l'OTAN de sitôt, parce que c'est une poire à fric pour les États-Unis extraordinaire. On dit que l'Ukraine coûte aux États-Unis. Mais en fait, beaucoup d'achats de matériel américain par l'Ukraine sont payés par les Européens. C'est-à-dire que les Européens donnent de l'argent pour que les Ukrainiens achètent le matériel des concurrents, des concurrents américains. C'est un excellent deal, si j'osais en cet anglicisme. Oui. Et alors, donc pourquoi est-ce que Trump changerait cette position ? Peut-être que là vraiment il faut faire vivre la parole, parce que il faut que l'ensemble des personnes puissent intervenir, et peut-être voulez-vous compléter Finandrine et Raphaël Beslu, ce que vient de dire Laurent Arthur Duplessis, guerre de l'énergie, l'Europe pris entre le marteau et l'enclume, parce que finalement vous avez peut-être un herbivore face à des carnivores, mais ils sont au moins 2, puisque l'Europe est la proie, c'est la Russie de Poutine, et puis c'est l'Amérique de Trump. Qui veut réagir ? Je peux peut-être juste dire que je suis d'accord donc avec Laurent, peut-être juste pour dire que effectivement c'est un peu difficile de dire pour le moment quelle va être la politique étrangère de Trump, parce qu'effectivement une des caractéristiques de Trump, c'est que il n'est pas toujours très clair, il change de position assez rapidement, c'est aussi sa force, effectivement. Il est insaisissable quelque part. Et si on regarde son programme, ce qu'il a planifié pour l'Ukraine, pour la paix en Ukraine, il n'a pas donné
tant de détails que ça, mais lui et son donc vice-président J.D. Vance ont parlé de geler le conflit et de négocier avec les Russes, disons, pas d'OTAN pendant 20 ans. Euh, je pense que ça ne va pas du tout être suffisant pour les Russes. Et je pense que là, il se peut que l'administration Trump vont également avoir une assez grande surprise, une douche froide, je dirais, parce qu'avec une position comme celle-là, ça ne sera pas possible, évidemment, d'arrêter le conflit en 24 heures, comme il avait promis. Il Donc, s'est je pense que, vanté, il s'est vanté. voilà, il s'est vanté. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de wishful thinking et la réalité disons, intervenir assez rapidement. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec, pour le reste, ce que disait Laurent. Merci, Finn. Raphaël? Oui, encore une fois, je vais relativiser un peu sur les termes, ou en tout cas apporter un argument complémentaire, je l'espère. On utilise souvent le terme isolationnisme pour la politique de Trump. Oui. Je pense que c'est un terme qu'il ne faut pas forcément utiliser, qui est un terme qui est erroné, parce qu'il faut faire une différence entre isolationnisme et non-interventionnisme. C'est une grosse différence. Trump va viser... Nous ne sommes pas américains, déjà, disons-le. En tout cas, moi, je ne suis pas un agent américain, de plus. Trump vise l'intérêt des États-Unis et des Américains. Donc la guerre économique va continuer et va même s'amplifier. C'est-à-dire que Trump, il va changer d'ennemi. C'est-à-dire là où les démocrates suivaient le complexe militaro-industriel pour de multiples conflits à travers le monde, avec le conflit russo-ukrainien, l'escalade des tensions au Proche-Orient, Trump, lui, se focalise principalement sur la Chine. Lorsqu'on a cette guerre qui va apparaître entre la Chine et les États-Unis, c'est principalement une guerre économique avec des enjeux majeurs. C'est une guerre technologique aussi. On sait, l'exemple le plus symbolique, à mon avis, c'est de regarder la guerre avec les semi-conducteurs, qui est très représentative de toute la problématique des États-Unis, avec une perte d'industrie majeure, de ressources stratégiques, de perte de contrôle en fait sur ce qui permet aux États-Unis de maintenir et de contrôler leur puissance et aussi le poids, non pas uniquement diplomatique, mais le poids dans les affaires commerciales à travers le monde et dont l'hégémon américain, mais surtout l'hégémonie du dollar. Trump va devoir répondre aussi à une organisation, l'organisation du Sud global, qui est une coopération non pas militaire, mais qui a des visées plutôt économiques. Et une organisation économique qui s'est amplifiée avec les sanctions contre la Russie, qui ont forcé de nombreux pays à collaborer entre eux avec de nouveaux systèmes de paiement ou de collaboration, qui forcent petit à petit à quitter ce système du commerce américain. Donc Trump, à mon avis, il va plutôt chercher à renforcer sa position. Et on l'a vu très clairement. Quels ont été les propos de Donald Trump? C'est qu'il souhaite immédiatement, il a lancé des menaces et sanctionné durement tous ceux qui veulent quitter le marché du dollar. Voilà. Donc ça, c'est une déclaration de guerre économique majeure, mais ce qui est logique lorsqu'on vise les intérêts américains. Si j'étais président des États-Unis, c'est ça. Et la différence, encore une fois, c'est le non-interventionnisme. C'est-à-dire que Trump, contrairement au complexe militaro-industriel ou certains idéologues démocrates, c'est que l'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan après la guerre ou l'Irak après la guerre. C'est pas un territoire désolé avec simplement des sortes de paysans turbanés et du terrorisme partout. C'est un pays qui a une technologie militaire importante, qui a du soutien militaire important, qui a des ressources stratégiques aussi, qui a une puissance économique qui peut tenir. Donc Trump va faire en sorte, à mon avis, de ne pas viser un conflit direct. Par contre, ça restera un conflit majeur qu'il devra gérer. Ce serait une stratégie différente. Pour le conflit russo-ukrainien, là encore une fois, on peut se baser sur les propos de Donald Trump qui correspondent d'ailleurs à la volonté des Américains. On a parlé de l'inflation majeure et de la crise économique extrêmement importante. Quelles étaient les critiques des Américains qui étaient totalement majoritaires? C'est que les Américains en ont marre de voir ce que Trump a appelé, c'est-à-dire Zelensky, c'est-à-dire le meilleur commerçant de tous les temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient aux États-Unis, il repart avec une enveloppe colossale alors que les Américains sont en train de mourir économiquement. Donc là, ce qui peut, à mon avis, changer sur le conflit russo-ukrainien, c'est tout simplement l'arrêt massif de soutien envers Zelensky. Par exemple, Zelensky pourrait potentiellement perdre de plus en plus de sa puissance, qui est toute relative. Et là, on pourrait avoir une modification, tout simplement, du théâtre d'opération sur le front russo-ukrainien. Ce qui pourrait donner un avantage à la Russie, mais c'est parce que Trump, lui, va devoir se concentrer sur d'autres ennemis et viser aussi ses beaux intérêts. C'est dépenser moins, augmenter les recettes et optimiser l'économie américaine. Et évidemment, lâcher l'OTAN, je suis totalement en accord avec ce que vient de dire Laurent Arthur Duplessis, qui est très pertinent. Pourquoi abandonner l'OTAN quand l'OTAN est un outil de soumission majeur pour les autres pays? Ça n'aurait aucun intérêt de vouloir se retirer intégralement de l'OTAN. Il y a une utilité de l'OTAN pour les Américains.
Finalement, Et pareil pour l'Union européenne, et là je terminerai juste Oui, sur je ça, vous en excusez-moi Nicolas, c'est pareil pour l'Union européenne, là, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Union européenne est soumise aux intérêts américains. Et on le voit notamment sur l'économie et l'industrie. On le voit, l'exemple français aussi, encore une fois, est parfaitement symbolique. Regardez ce qu'a fait Macron avec Alstom. Ou souvenez-vous des propos de Montebourg lorsqu'il a expliqué la destruction progressive historique de toute l'industrie française. Et là, on peut regarder à qui ça a profité, à qui cela a profité. Et l'exemple de Nord Stream aussi, Trump, à mon avis, aurait fait la même chose que l'État profond américain, c'est-à-dire de saboter Nord Stream 2. Parce que ça vise les intérêts des Américains. Moi, en tout cas, voilà mon avis. Je pense qu'il faut vraiment faire une différence entre l'isolationnisme qui peut prêter à confusion. C'est-à-dire, ce n'est pas le Sakoku japonais avec une fermeture totale. Ce n'est pas une petite île. C'est vraiment un territoire qui veut viser, encore une fois, ses intérêts et qui a des connexions très importantes à travers le monde et qui doit les consolider. Alors qu'on est face à une rupture de nombreuses chaînes logistiques et aussi des pertes diplomatiques importantes avec le Sud global qui s'organise. Finalement, Raphaël, et c'est un peu ce que est en train de dire l'ensemble des intervenants, il faut se féliciter en tant que patriote de la victoire de Trump. Il faut espérer que les patriotes français sauront s'en inspirer. Par contre, en tant que Français et en tant que membre de l'Union européenne, mais bon, ça, à la limite, c'est moins grave, bien moins grave, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux, il ne faut pas rêver. Ça sera peut-être encore plus difficile pour nous avec Trump demain, et il ne nous fera aucun cadeau. Il nous faut juste en miroir faire comme lui, c'est-à-dire défendre nos propres intérêts. Je vais peux me permettre, Nicolas, Oui. Juste pour rebondir sur ça, c'est quelle est la personnalité politique que Donald Trump a utilisée lors de sa campagne pour montrer sa supériorité et surtout se moquer, c'est-à-dire des petits hommes politiques ou des petits chefs d'État qui voulaient tordre le bras aux États-Unis. Quelle était la personnalité politique que Trump choisissait régulièrement lors de sa campagne? C'était Emmanuel Macron. Il se moquait d'Emmanuel Macron. Il utilisait Emmanuel Macron comme exemple de personne qu'il a écrasé complètement. Et c'est un symbole fort. Donc oui, en tant que citoyen français, nous allons souffrir. Par contre, en tant que militant, face à un mondialisme, face à un progressisme, c'est-à-dire toute cette modernité sur un plan idéologique, ça, c'est vrai qu'on est face à un allié. Mais par contre, sur le plan politique, non. Merci Raphaël. Un auditeur, on va essayer de garder 5 minutes à la fin pour les questions des auditeurs, donc n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. Faites travailler Patrice et Sylvie, je vous en prie. Un auditeur, est-il encore possible de vous rejoindre à la messe d'Action de Grâce? Ben oui, évidemment. D'ailleurs, nous allons y aller tout de suite après cette émission, Laurent. Et le seul qui va en être privé, il est déjà dans le studio technique et il n'est privé de messe, c'est Mike Borowski. Il va falloir, Mike Borowski qui nous salue et qui lui ne pourra pas aller à la messe parce qu'il va travailler entre 10h30 et midi. Mais sinon, évidemment, nous ne manquerons pas d'y être. Les questions des auditeurs à la fin de cette émission. Une question, Laurent Arthur Duplessis. Est-ce que finalement, il n'est pas un peu tard pour la politique de Donald Trump? On nous dit, on va voir ce qu'on va voir. Il était vantard. Il n'est pas si vantard que ça. Finalement, au début, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, en 2022, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Mais maintenant, je dirais, le tsar russe a pris du poil de la bête, a pris du poids. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que par rapport aux BRICS, par rapport à ce basculement du monde inéluctable, est-ce que Trump ne se fait pas un certain nombre d'illusions? Parce que pendant 4 ans, une élection lui a été volée, et comme à chaque fois dans la vie et en géopolitique en particulier, le temps ne se rattrape jamais. Est-ce que la politique de Trump, telle que on pouvait l'espérer encore en 2016 ou en 2020, est-ce qu'elle va pas tomber sur un os? Parce que peut-être que plus personne n'attend vraiment l'Amérique aujourd'hui. Oui. Alors, je souscris tout à fait à l'analyse de Raphaël sur la question de l'isolationnisme. L'Empire américain est un empire, donc, et à ce titre, il ne peut pas retourner à l'isolationnisme d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la prévalence du dollar comme monnaie de référence mondiale qui s'appuie sur l'appareil militaire américain de plus de 900 milliards de dollars par an, et cette prévalence... elle a besoin de la chose militaire. D'autre part, comme l'a dit Raphaël, il y a l'Indo-Pacifique et il n'est pas question de désarmer face à la Chine sur le plan militaire. Et
il y a une chose que l'on néglige toujours, c'est le caractère keynésien de l'économie américaine. Parce qu'on dit les États-Unis, c'est la libre entreprise, c'est moins d'impôts, etc., l'Inflation Reduction Act, etc. Mais si l'on a enlevé les 900 milliards de dollars du budget de la défense, c'est-à-dire en fait tout le complexe industriel lié à l'armement, avec les milliers de sous-traitants, avec les centaines de milliers d'emplois que cela implique, avec les chiffres d'affaires colossaux. Si on enlevait tout ça, l'économie américaine aurait bien pâle figure. Elle est keynésienne, l'économie américaine. Le budget militaro-industriel, c'est un budget keynésien. C'est l'État fédéral américain qui tire l'économie américaine par les commandes publiques. Un système keynésien qui a généré une dette absolument gigantesque. Oui. Ça, on n'en parle pas non plus. Oui, hein. et alors là, c'est lié notamment à la Division internationale du travail qui a été hypertrophiée à partir des années 80, où, faisant entrer la Chine dans l'OMC en 2001, les mondialistes ont dit, l'usine du monde, ce sera la Chine, et l'Occident sera consommateur à crédit. Alors, il y a eu l'hypertrophie d'une consommation à crédit par l'Occident et d'une production à bas coût par la Chine. Et cette division internationale du travail se retourne complètement contre l'Occident maintenant, puisque celui-ci est devenu complètement surendetté et finance sa consommation par le surendettement et la planche à billets créatrice d'inflation par la création monétaire. Et tout ça, maintenant, tombe dans une espèce de chaos incontrôlable par les oligarchies financières qui n'arrivent plus du tout à piloter ce qu'elles ont mis en place et qui leur échappent maintenant. Et là, on voit que... Mais est-ce que Trump ne va pas payer justement les pots cassés pour les autres qui ont mis cette situation en place? Oui, parce qu'un supertanker, on ne le fait pas tourner comme un hors-bord. Ah oui? Il y a la force d'inertie des systèmes. Trump, il va être confronté à la force d'inertie du système impérial américain, du système de création monétaire américain échevelé et répercuté par les banques centrales anglaises, européennes, japonaises, etc. Les Japonais avaient commencé avant. Il va être obligé de faire avec. Et de toute façon, je doute que Trump, par exemple, ampute le budget de la défense américain. Je pense qu'il va continuer, il va reconduire cet énorme budget de la défense de 936 milliards de dollars, je crois, actuellement. Trump va continuer à muscler le dispositif militaire américain dans l'Indo-Pacifique. D'autant que, comme il fait des bras de fer avec la Chine sur le plan douanier, il va certainement pas... À l'heure des missiles hypervéloces, vous croyez que les porte-avions, ça a encore un avenir? Alors justement, et je crois que s'il y a aussi une retenue de l'OTAN actuellement vis-à-vis de la Russie, c'est à cause des hypervéloces. Pourquoi? Parce qu'en effet, grâce à l'ingénieur français Jean-Pierre Petit, qui a été écouté par les Russes il y a 30 ans, les Russes ont pris une avance énorme dans les hypervéloces. Ils sont à Mach 15 et ils guignent Mach 20. Et les Américains, à marche forcée, essayent de rattraper le retard, mais ils sont qu'à Mach 5, là, pratiquement. Et le retard est énorme. Et pour le rattraper, ce retard, il faut du temps. Et beaucoup d'argent. Alors l'argent, ils le mettent, les Américains, mais le temps, il n'est pas compressible. Alors le résultat, c'est qu'effectivement, les 11 porte-avions américains peuvent être coupés en deux par des hypervéloces russes très facilement et sans même qu'il y ait de charge explosive. La seule énergie cinétique le coupe en deux, le porte-avions, à Mach 15 venant de la stratosphère. Et le Pentagone le sait parfaitement bien. C'est aussi pour cette raison que le Pentagone a fortement modéré les civils de l'état profond, hystérique et aveugle et belliciste, qui, comme souvent les civils, veulent faire la guerre parce que ce n'est pas eux qui la font, et d'autre part, des civils qui n'étaient pas du tout conscients de ces réalités militaires, notamment liées aux hypervéloces. Et il y a fort à faire pour l'appareil militaire américain à combler son retard sur les hypervéloces. On pourrait en parler pendant des heures de cette élection et de ses conséquences. Et pourtant, le temps tourne et il nous reste une quinzaine de minutes. Je repose la question à Fine-Andrine. Est-ce que le monde a attendu l'élection de Trump? Est-ce qu'il n'arrive pas pour les États-Unis trop tard, Donald Trump?
Oui, on peut dire ça. Il y a effectivement un mouvement, je dirais, de se désengager des États-Unis de la part du Sud global. La réunion des BRICS à Kazan a été un exemple flagrant de cela, même si c'était plutôt un exemple sur la forme, un peu plus que sur le contenu jusqu'à présent. Mais il faut se rappeler que l'économie américaine, donc elle est de 27 et quelques mille milliards. La dette nationale donc américaine croît de 1000 milliards tous les 100 jours. Donc ça veut dire 3,6 mille milliards par an. Si on rapporte ça au PIB que je viens de dire, ça fait à peu près 13% du PIB. C'est l'équivalent de 13% du PIB, la croissance de la dette américaine. C'est absolument considérable et les Américains, évidemment, sont très conscients de cela. Est-ce que Trump va faire quelque chose pour pallier à cela? Je pense que c'est peut-être assez difficile parce qu'ils sont dans un engrenage aujourd'hui de dépenses. Sachez que les paiements sur les intérêts de la dette sont maintenant de 1000 milliards, donc 1 trillion en anglais, donc 1000 milliards, c'est-à-dire que c'est maintenant la plus grande dépense du budget américain. C'est justement la dépense sur la dette. Donc c'est plus grand que le budget de la défense. Il y a un historien américain, ou écossais plutôt, Neil Ferguson, qui est assez connu, qui a fait une étude où il dit que tous les grands empires ont commencé leur déclin lorsque leur paiement sur la dette a été supérieur à leur budget de défense. Donc, je ne sais pas si c'est comparable si on peut vraiment comparer entre l'Empire romain et l'Empire espagnol, etc. Mais il a fait cette étude. Effectivement, maintenant, les États-Unis sont dans ce cas-là. Donc, effectivement, ce qu'on voit au niveau international, c'est que l'Europe est en train, en réalité, de s'engager encore plus vers les États-Unis depuis justement la guerre en Ukraine. Et on voit juste hier, Van der Leyen, Oui. la présidente de la Commission européenne, a dit Oui, c'est incroyable. qu'ils allaient acheter encore plus de Voilà. gaz liquéfié américain et de se désengager encore plus de la Russie. Donc on voit bien que non seulement les Américains l'exigent, mais également l'Europe joue le jeu de s'engager encore plus avec les Américains. Ouais. Et on voit tout le Sud global, avec les BRICS en tête, qui essayent de se désengager. C'est une proposition que fait Van der Leyen à Trump. On peut acheter... C'est une proposition, exactement. C'est une proposition, exactement. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui se passe, mais il y a clairement un désengagement. Est-ce que ça va être suffisant pour faire ça va être une dédollarisation du Sud global, dans le sens où ils vont devenir beaucoup moins dépendants des menaces américaines. Mais est-ce que ça va être suffisant pour, disons, avoir un impact sur le dollar lui-même? Ça reste à voir. Peut-être ouvrir droit aux questions des auditeurs, parce qu'il faut accélérer, revenir un peu sur l'assèchement du Marais, parce que ça, beaucoup d'auditeurs nous questionnent sur le sujet. Alors je vais rechausser, si vous le voulez bien, mes lunettes pour en lire les questions, puisque je n'ai pas la chance d'avoir Lara avec moi aujourd'hui. Mais par contre, elle sera à la messe tout à l'heure. Bonjour, on savait que Trump allait faire le ménage déjà fait avec sa nouvelle équipe désormais dans l'État, et surtout après 2 tentatives d'assassinat. Un auditeur, alors on joue un peu sur les mots, c'est joli et je vais vous le lire, mais derrière il y a une question importante. Trump, Musk et Kennedy, c'est le ticket gagnant pour remettre d'aplomb et tout en les soignant. Brave États-Unien au sursaut si poignant, chassé woke, faux dieu de son bide oignant. Donc ça, évidemment, c'est notre ami Michel Dumas, et à chaque fois que j'ai l'occasion de le citer, je ne vais pas m'en priver. Derrière cela, il y a la figure... paraît-il complotiste selon Attali, c'est-à-dire Robert Kennedy Jr., qui est pressenti à la santé, messieurs. Et derrière ça, évidemment, il y a la gestion de la crise Covid. Raphaël Beslu rappelait que Trump n'allait rien lâcher sur le vol des élections manifestes en 2020, mais il semblerait qu'il ne va rien lâcher non plus sur ce qui s'est passé réellement, soi-disant à Wuhan, et puis ensuite ce qui s'en est suivi pour le monde entier. J'aimerais une réaction. Qui voudrait intervenir sur ce sujet? Oui. Il est certain qu'il va y avoir un nettoyage des écuries d'Augias de l'État profond par l'équipe Trump.
Et parmi les thèmes sujets à nettoyage, il y a la question du vaccin. Et le Covid, les causes du Covid, et puis la politique vaccinale. Alors là, effectivement, il est certain que de plus en plus, le corps médical, à travers le monde, recueille les informations post-vaccinales, puisque la phase 3, c'est maintenant. Elle est en cours, la phase 3. Oui. Et la phase 3, c'est la phase de recueil des données expérimentales des effets du vaccin, effets secondaires. Et il semblerait qu'il y ait de plus en plus de constats d'effets secondaires inquiétants. Je n'entrerai pas ici dans les détails. Mais, de toute façon, Mais enfin, bon, la phase 3 est en cours. Voilà ce qu'on peut dire. Et elle inquiète certains. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Alors là, il y aura les affaires ukrainiennes, les affaires judiciaires de Hunter Biden, le fils du président Biden, et par ricochet, les affaires du président Biden lui-même, puisqu'il a couvert, quand il était vice-président, les agissements de son fils en Ukraine. Il semblerait qu'à chaque fois qu'il y avait une rétrocommission, il y avait 15% pour le grand chef. On se demande qui était le grand chef. Mais oui. Le grand sage et le grand chef n'étaient pas totalement désintéressés, peut-être. Non. Et il y a ainsi... Et puis alors, peut-être qu'enfin, la vérité serait exhumée sur l'assassinat du président John Kennedy. Parce qu'on est toujours dans le scénario ubuesque du pauvre Lee Harvey Oswald, pauvre ahuri manipulé complètement, et qui était dans l'incapacité complète de faire ce qu'on lui a attribué. Et puis de Robert Kennedy aussi, le père de Bob. Exactement. Assassiné aussi. Je pense qu'il pourrait être tenté, alors là c'est plutôt au ministre de la Justice de travailler ce sujet, mais en tout cas il pourrait être tenté de sortir ce type d'affaires. Voilà. Alors, Kennedy, je crois on a pensé aussi à lui pour la justice. Enfin, il y avait la santé et puis la justice. C'est vrai. Parce qu'effectivement, à la justice, il pourrait faire de l'excellent boulot aussi. Hein. Et je crois que c'est encore en discussion. Et effectivement, ces assassinats mystérieux, tout ça demande à être mis sous les projecteurs. Et ça le sera certainement. Et donc, il va y avoir du remous dans la vie politique américaine et par ricochet international. Ça va être terrible, ça va être titanesque, une violence inimaginable, certainement. Moi, j'avoue que j'ai une crainte. C'est que... Je sais ce que vous allez dire. C'est que Trump se fasse assassiner. Il y a eu 4 présidents américains assassinés en 250 ans. Les États-Unis sont un pays très, très violent. Et Trump prend de front tout l'État profond, il prend de front toutes les agences de renseignement, je crois qu'il y en a 17 aux États-Unis, et vous savez, personne ne peut être protégé complètement. Reagan, président, avait quand même reçu une balle, alors qu'il avait un appareil de sécurité énorme autour de lui, et je craint que l'État profond américain, notamment les agences de renseignement, organise l'assassinat de Trump. Et on craint le faux drapeau. Regardez cette information parue hier ou avant-hier. Il y avait des rumeurs comme quoi un Iranien aurait, piloté par les gardiens de la Révolution, aurait aurait préparé un attentat contre Trump. Ça paraît très étrange, sachant que les premiers attentats, semble-t-il, étaient plutôt liés au fait de militants pro-Ukraine, pro-Zelensky, plutôt. C'est ça. C'est pour ça qu'aux États-Unis, quand on est président, on se fait assassiner pour moins que ce que veut faire Trump. Beaucoup moins. J'aimerais bien la réaction de Finn Andrine et puis de Raphaël sur ce sujet. Finn. D'accord qu'il y a ce risque. Je voulais le mentionner moi-même tout à l'heure. Allez-y. Je dirais juste d'abord, l'équipe de Trump promet, comme on a parlé un peu des aspects de santé, médicaux avec RFK Jr., qui va apparemment, selon Trump, avoir beaucoup d'indépendance à ce sujet. Donc là, ça va être très intéressant de voir. Il y a également Elon Musk pour, disons, le marais, pour s'attaquer au marais, comme vous disiez. Et puis il y a également Tulsi Gabbard,
qui vient du Parti démocrate, mais qui a été désillusionnée, et elle pourrait-elle être pressentie comme éventuellement ministre des Affaires extérieures, on verra, mais ça promet. Mais je suis tout à fait d'accord que le risque existe en ce qui concerne donc la personne physique de Trump, ça c'est clair. Il y a déjà eu un attentat, comme nous avons mentionné en juillet, mais qui a raté de quelques millimètres, je dirais. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a également, avant même de penser à cela, il y a déjà beaucoup de discussions aux États-Unis d'utiliser donc ce qu'on appelle la section 3 de l'article 14 de la Constitution américaine, qui dit que un président ou n'importe quel élu ne peut exercer sa fonction s'il a été condamné pour insurrection, rébellion. Donc ça, c'est quelque chose c'est ce qu'on appelle le lawfare au lieu du warfare. On appelle ça le lawfare aux États-Unis. C'est d'utiliser la loi pour, disons, s'attaquer à une personne. Et c'est ce qui a été déjà fait avec Trump, avec tous les procès contre lui dans l'État de New York. Mais aujourd'hui, on est en train de concocter potentiellement un procès contre lui qui serait à une envergure beaucoup plus large en utilisant justement cette partie de la Constitution américaine. Ah donc, oui. à voir ce que ça donne. C'est intéressant parce qu'en effet, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Évidemment, on se gendarme en Europe et en France en particulier sur le risque que la tentation de Trump de s'auto-amnistier. Ce qui est vrai que ça ne s'est jamais fait en France, on le sait bien. Raphaël, votre mot, qui sera presque le mot de la fin, il reste 5 minutes. Oui, je vais faire très court. Bon, je vais aller dans un autre sens. C'est-à-dire, oui, évidemment, il y a des risques, mais je ne pense pas que Trump puisse se faire assassiner. Ce serait une grave erreur, vu que les élections sont passées et qu'encore une fois, c'est une victoire écrasante de l'administration Trump qui va se créer. C'est-à-dire que l'administration Trump va avoir énormément de pouvoir. Encore une fois, c'est Sénat, Chambre des représentants, les gouverneurs. Et aussi, c'est que Trump, ce n'est pas Trump qui est tout seul. Trump, maintenant, il a même de potentiels héritiers politiques. On a parlé de J.D. Vance. Ce serait une très grave erreur de vouloir assassiner Donald Trump. Donc je pense qu'à mon avis, on va plutôt assister à des opérations de sabotage, de subterfuge, pour détruire l'image de Trump et tenter de consolider certaines zones perdues. Parce que je le rappelle, pour les élections américaines, Kamala Harris, lorsqu'on analyse, c'était génial de voir ça en direct. On posait la question si elle avait surperformé par rapport aux élections avec Joe Biden contre Donald Trump. Elle a échoué dans tous les États aux États-Unis, absolument tous les États. Elle a perdu du terrain absolument partout. Elle a eu un score positif par rapport à Joe Biden nulle part. Nulle part. C'est catastrophique et c'est un message très fort. Donc, à mon avis, face à ce constat-là, il va y avoir une stratégie différente qui va être appliquée et créer un martyr, ce serait une très grosse erreur. Ensuite, pour drainer le marais, je vais vraiment faire très court. Le marais américain, le swamp américain, c'est pas le marais traduit par les Français, ou en tout cas par le public francophone. Souvent, c'est une dimension qui est beaucoup plus obscure, complotiste, etc. Et je fais exprès d'utiliser ce terme-là. Le marais américain, c'est quoi? C'est Elon Musk qui va faire un ministère de l'efficacité et qui veut faire des économies colossales en supprimant les parasites dans les plus hautes sphères de l'État et de l'administration, pour faire des réductions colossales. C'est Robert Kennedy Jr. qui a fait immédiatement un tweet sur X en disant « Il est où? Est-ce que quelqu'un a vu Anthony Fauci? Je le cherche. » Ils vont vouloir supprimer ça. Ensuite, Donald Trump, lorsqu'il a parlé de la liberté d'expression, il a parlé aussi des problèmes de censure sur la santé aussi. Donc, à mon avis, il va y avoir énormément de purges sur ces problématiques-là. Pour l'assassinat de Kennedy, il n'y aura rien, à mon avis, qui va sortir. Trump, on l'a déjà vu, vous pouvez l'écouter sur les différents podcasts auxquels il a participé, il a toujours absolument rien dit. C'est tout simplement, j'ai rencontré des gens incroyables, des gens géniaux, on m'a demandé de le faire mais de ne pas le faire, je ne l'ai pas fait, j'ai suivi parce que c'est des bons amis. Ce serait aussi une très mauvaise stratégie de la part de Trump, c'est-à-dire d'ouvrir la boîte de Pandore. Parce qu'il faut collaborer aussi avec les autres forces en présence à l'intérieur même de l'appareil d'État. Ce serait une erreur grave de pouvoir pointer du doigt de manière absolument claire la responsabilité, par exemple, de la CIA ou autre, parce que Trump, encore une fois, va viser l'intérêt des États-Unis. Et l'affaire Epstein, Pizzagate. Ça, c'est autre chose. C'est que par contre, pour l'affaire Puff Daddy, parce que Epstein, c'est encore plus compliqué, parce que c'est trop politique, c'est trop géopolitique. L'affaire P. Diddy, par contre, c'est qu'on va avoir une purge des propagandistes culturels et aussi dans les shows Hollywood. américains, les late night shows, les animateurs. Là, il va y avoir une purge parce que d'ailleurs, ils sont tous mis à pleurer, littéralement, lors des directs sur les Saturday Night Live. Et donc là, on va assister aussi à une purge culturelle. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut plutôt observer. Et je m'arrête là pour pas monopoliser le peu de parole qui reste. Il reste 1 minute 30. Alors, 30 secondes, Laurent Arthur Duplessis. On laisse terminer Finandrine. Je dirais juste une chose, l'histoire est jalonnée de décisions erronées.
Et c'est un chapelet ininterrompu. Là, on a la sagesse de Laurent Arthur Duplessis qui est d'ailleurs qui cultive une certaine forme de pessimisme foncier, mais il veut avoir raison avec cette troisième guerre mondiale, je crois, et au cœur. Hélas. Finandrine, votre mot de conclusion. Oui, je trouve que c'est correct ce qu'a dit Raphaël. Juste dire qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer la possibilité pour l'État profond de paniquer et de prendre certaines décisions absolument catastrophiques. Hein. C'est ça. Mais sinon, je suis plutôt d'accord avec l'analyse très fine de M. Beslu. Bon, très bien. Voilà, un partout, balle au centre. Moi, j'ai arbitré. Mais j'avoue que la formule finale de mon ami Laurent Arthur Duplessis rappelle aussi un certain nombre de vérités historiques. Et faire attention parce que souvent, d'ailleurs, celui qui l'on a en face de soi n'est pas aussi rationnel qu'on l'aimerait. Il y a aussi cette folle irrationalité. L'histoire humaine est guidée principalement par l'irrationnel, la passion. Merci à vous, merci déjà à la technique à Virginie, merci à nos deux vaillants bénévoles au standard, c'est-à-dire Sylvie et Patrice, merci Laurent Arthur Duplessis, merci Finandrine et merci Raphaël Beslu. Et je vous dis, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Courtoisie la semaine prochaine. Maintenant, on part à la messe et celui qui va se coltiner l'antenne et travailler pendant que nous allons à la messe et boire un pot ensuite avec les auditeurs, ce n'est autre que Mike Borowski et son livre journal des controverses. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.